Nous étions en Centrafrique, nous évoquions les pourparlers de paix qui se poursuivent à Khartoum. Les divergences demeurent entre les deux camps. Dominique, vous évoquiez donc cette présence des deux anciens chefs d'État, Michel Djotodia et François Bozizé. Oui, justement, les deux ont été vraiment les acteurs de cette dégradation de la situation qui a basculé dans la violence inouïe. Notamment, il y a Michel Djotodia qui est venu avec les Séléka d'obédience musulmane pour chasser François Bozizé, un peu chrétien et animiste. Donc maintenant, quand lui est parti, il avait ses partisans. Bon, entre-temps, ses partisans aussi se sont organisés. Ils se sont organisés en anti-Balaka. Et maintenant, c'est eux qui affrontaient les Séléka, et finalement, le pays est dans cet état. Donc, il faut forcément qu'on les associe, qu'ils soient au devant même des discussions, et que véritablement, il faut arriver vers une justice transitionnelle. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que peut-être, au lieu de dire, bon, ce que vous avez fait, mais sans perte et profit, bon, qu'on donne l'occasion de reconnaître vos fautes, de demander pardon, et puis, bon, d'aller vers la réconciliation. Mais je crois que c'est important. Est-ce que ce genre de... Bon, c'est vrai que la Centrafrique n'est pas encore à l'étape d'accord, mais ces genres de demandes, si jamais elles étaient acceptées, est-ce que ce n'est pas une injure pour les victimes qui ont subi les atrocités? Vous savez, d'une part, on peut dire oui que c'est une injure pour les victimes, mais comme on le dit, c'est le prix à payer. Pour pouvoir avoir la paix, il faut quand même faire certains sacrifices. C'est vrai que les victimes, ce sont toujours eux les perdants dans cette histoire. Mais je crois que parfois aussi, il faut fermer les yeux sur certaines choses pour pouvoir aller vers la paix. Fermer les yeux. Comme vient de le dire Dominique, je crois qu'il serait aussi bien qu'on puisse parler de cette justice transitionnelle-là pour permettre aux gens de pouvoir quand même reconnaître leurs torts, pour que quand même d'un côté, que ces victimes-là puissent être soulagées. Le fait de leur demander juste pardon, ça peut aussi soulager, et peut-être maintenant après voir ceux qui veulent peut-être s'entêter, aller devant une cour pénale et autres et tout. Donc je crois que aujourd'hui, il faut quand même que les Centrafricains puissent dépasser cette étape-là et chercher à regarder les victimes. Il faut dépasser cette étape-là et fermer les yeux là-dessus et aller vers la paix et surtout imposer cette justice transitionnelle. Mais bon, Germain, en Centrafrique, aujourd'hui, on l'a rappelé, les groupes armés contrôlent une bonne partie du pays et surtout les parties les plus juteuses. Est-ce que le retour de la paix leur profitera? Financièrement, non. Ils n'auront pas la latitude de gérer toutes ces richesses-là, de les vendre à leurs partenaires, contre les armes et contre d'autres avantages. Mais pour leur tranquillité, parce que quand on cherche de l'argent, c'est pour pouvoir en profiter. Il ne sert à rien d'amasser et de se cacher. Et donc, pour leur tranquillité, je crois que c'est une opportunité qu'ils doivent saisir, parce qu'ils ne peuvent pas gérer indéfiniment une portion du territoire. Un jour viendra où le gouvernement arrivera à avoir les moyens pour reconquérir tout cet espace occupé par ces groupes armés. Et à partir du moment où ils ont répondu présent à ces négociations-là, à partir du moment où ils ont formulé les mêmes exigences, donc on voit une volonté commune quand même d'aller vers la paix. Et je crois que c'est un bon signal. Après, le débat, c'est comment amener la réconciliation, parce qu'il y a une réelle déchirure sociale dans ce pays avec la religion qui s'est mêlée de la politique, et avec des voisins qui sont subitement devenus des ennemis. Et comment penser toutes ces plaies-là, comment recoudre ce tissu-là, ça va prendre du temps, mais je pense que si ces chefs de guerre là font la paix, ils vont passer un message important au peuple centrafricain dans son ensemble, et ça va amorcer un réel processus de réconciliation, de sécurisation du pays et de développement de ce pays. Mais est-ce qu'on est sûr déjà que c'est le chemin de la paix qu'on emprunte là? Parce qu'on a tenté beaucoup de choses dans le cas centrafricain. Non, ça va, il y a eu plusieurs tentatives. Ils se sont retrouvés entre-temps
au Congo-Brazza, sous l'égide d'Denis Sassou Nguesso. Bon, ça n'a pas abouti. Et ailleurs, carrément, je crois, en Afrique du Sud. Donc, je crois que, bon, il faut toujours tenter. Je crois que peut-être que cette fois-ci, c'est le bon moment. On ne sait jamais. Et qu'il faut toujours tenter, au risque de rester là, à regarder les gens mourir chaque jour. Au fait, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que plus la situation est délétère comme ça, plus les gens, chaque jour, des crimes par ici, des assassinats par là. Et je crois qu'il faut forcément chercher une solution pour arrêter cela, pour arrêter le bain de sang. Et comme tu l'avais posé la question tantôt, que bon, et les morts, est-ce qu'on les a... Mais non, mais soit on considère qu'il faut les venger, et là, on va toujours vers d'autres morts, ou on arrête l'hémorragie. Et maintenant, et là, je crois que c'est la meilleure. D'ailleurs, il faut arrêter l'hémorragie. Il faut éviter d'autres morts. Il faut éviter d'autres victimes. Je crois que c'est la démarche la plus indiquée. Et moi, par rapport à ce que j'ai comme information, je crois que s'ils mettent un peu du sérieux, de la volonté, je crois que chacun accepte de faire des concessions. Je crois qu'ils peuvent aller à une paix. Bon, si tant est que le président est élu, bien sûr, et si d'ailleurs, il y a deux groupes. Bon, on va donner la primature à qui? Si les deux demandent qu'on leur donne la primature, on ne peut pas donner la primature aux deux. Et il faut nommer une personne. Donc, je crois que... Mais au fur et à mesure qu'ils discuteront, ils peuvent arriver à un compromis. Nous allons passer au second sujet, c'est le Gabon. Le gouvernement gabonais a été remanié mercredi avec en particulier un changement à la tête du ministère de la Défense, a annoncé la présidence 2 semaines après la prestation de serment du précédent cabinet sur fond de guerre de clan en l'absence du président Ali Bongo Ondimba. Le ministère régalien de la Défense a changé de même. Étienne Massar Kabinda Makaga, cacique du clan Bongo en poste depuis 2016, après avoir été secrétaire général de la présidence, est remplacé par la maire de Libreville, Rose Christiane Osuka Raponda. Autre changement de portefeuille, Biendi Maganga Moussavou, fils du vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou, retrouve le ministère de l'Agriculture qu'il avait cédé 2 semaines auparavant à Ali Abkar Ananga. Et puis Norbert Emmanuel Tony Ondomba, Premier ministre de l'eau, ministre de l'eau, il devient ministre de l'eau, de l'énergie et de la valorisation de l'industrialisation des ressources minières en remplacement de Christian Magnagna. Germain, c'est curieux, hein? On pensait que c'est au Togo seulement que le gouvernement ressemble à un jeu de loterie, mais au Gabon aussi. Non, il y a des situations différentes. Au Togo, on complète. Alors qu'au Gabon, les autorités parlent de réajustement. Réaménagement. Bon, c'est vrai, on trouve toujours des termes techniques pour justifier. Bon, mais ce qui est choquant par rapport à ce qui est fait au Gabon, c'est le fait que quelqu'un qui avait perdu un ministère, le ministère de l'Agriculture, qui le retrouve 2 semaines après. Et puis, bon... Il a dû y avoir des pressions. Oui, je crois. Et puis, au niveau... du ministère de la Défense aussi, voilà une femme qui prend ce ministère et on constate qu'au Gabon, les femmes jouent le premier rôle. Vous prenez au niveau du Sénat, au niveau de la proposition et tout ça. Et donc les femmes ont une promotion au Gabon, c'est une bonne chose. Et je crois que dans le gouvernement français actuel, le ministère de la Défense... oui, c'est la ministre des Armées. Des Armées, c'est une femme... Florence Parly, je crois. Voilà, c'est une bonne chose qu'on ait des femmes ministres de la Défense en Afrique, mais on sent aussi que la dernière tentative de putsch, probablement, on a pour quelque chose. C'est un très proche de Bongo, donc... qui s'en va, et c'est Madame le maire, donc certainement une femme forte qui va gérer ce portefeuille-là. Est-ce que c'est un réajustement fait par le président de la République depuis le Maroc, comme ça a été le cas donc, il y a quelques semaines? Et si tel est le cas, est-ce que c'est sous influence, c'est librement qu'il se rattrape par rapport à une première composition du gouvernement qu'il estime peut-être n'avoir pas placé les bonnes personnes aux bonnes places. Et donc on attendra de voir. Il n'y a pas eu beaucoup de réactions, qu'on sache. Mais on attendra de voir. Ça montre un peu des signes de fébrilité. On a comme l'impression qu'il n'y a pas une totale sérénité, quand bien même
a échoué et que les choses semblent effectivement prises en main par le camp de Bongo. Et ce même camp semble montrer aujourd'hui différentes tendances, donc des clans, comme on le dit souvent quand on parle du pouvoir. Et on espère que très rapidement, Ali Bongo va recouvrer donc, sa santé, revenir, prendre le contrôle de ce pays. Alors, ce qui est sûr, Jean-Luc, c'est que quand c'est vrai, on parle de réaménagement et non de remaniement, je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire, mais 2 semaines après, quand on le fait, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'appareil d'État. Non, c'est sûr, il y a un problème au niveau du régime de M. Ali Bongo. C'est vrai, comme le disait Germain tout à l'heure, il y a plusieurs clans qui sont en train de s'affronter. Et le nouveau clan qui est en train d'émerger, c'est le clan du directeur de cabinet, Brice Lacruche, qui aujourd'hui veut imposer ses hommes. Alors donc la question de savoir, quand vous prenez la mère par exemple, elle est proche de Brice Lacruche. Donc je me dis, c'est quelqu'un qui cherche peut-être à mettre ses pions. C'est vrai qu'il est écouté par Ali Bongo. Est-ce que c'est Ali Bongo qui a fait ce réaménagement? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit lui, mais je crois que il y a la main du directeur de cabinet qui a pu jouer là-bas. Mais non, bon, pourquoi il a fait? Est-ce que c'est pour renforcer le régime? Parce que entre temps, il y a eu un coup d'État qui a failli emporter le gouvernement, mais Dieu merci, peut-être qu'ils s'en ont sorti. Des comédiens. Ils s'en ont sorti. Et donc aujourd'hui, sûrement que il y a une peur au sein du camp Bongo. Et tout le monde essaie de tirer le drap de son côté. C'est vrai que c'est un régime qui est vraiment divisé aujourd'hui. Et maintenant, peut-être qu'on ne veut pas peut-être laisser la faille pour que l'opposition puisse renverser la tendance. Donc on cherche à démontrer que tout va bien. On maîtrise la situation comme dans certains pays. Et je crois que c'est pour ça que ce réaménagement a été fait. C'est juste pour consolider le pouvoir de monsieur Ali Bongo, ceux à qui on n'a plus tellement confiance, on essaie de les mettre à des postes qui ne sont pas clés, histoire de démontrer qu'on tient toujours la route. Et est-ce que, Dominique, on est déjà sûr que c'est vraiment Ali Bongo lui-même qui a fait ce réaménagement? C'est évident, ça ne peut pas se faire sans son accord, ce n'est pas possible, c'est le président de la République. Et encore qu'il est quand même... l'état actuel. Ouais, non, il n'est pas grabataire, il est en convalescence. Et nous l'avons vu, il a même fait un discours à la nation. Donc, on a vu aussi de 3 minutes. Même si c'est 1 minute, c'est qu'il a parlé, ça veut dire qu'il est quand même... il a ses sens, il réfléchit, il discute, il donne des ordres, mais seulement il n'est pas solide pour être au pays et diriger comme il entend. Et je crois qu'incessamment, si Dieu le veut, il reviendra au pays. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, peut-être c'est le coup d'État là qui a soit servi de détonateur pour certains, enfin le directeur de cabinet de se débarrasser de certains, ou bien il fallait, parce que bon, ce coup, moi, je n'appelle même pas ça coup d'État, puisque c'est des rigolos qui ont réussi à s'introduire au moment où les gens somnolaient, ils rentrent avec une déclaration, et puis paf, ils lisent leur déclaration, et puis c'est fini. Le coup d'État s'arrêtait qu'à la déclaration. Bon, peut-être qu'on a trouvé que le ministre de la Défense aurait pu éviter cela. Bon, comment? Ce qui est clair, c'est que ça a servi d'élément au Premier ministre et sûrement au président qui a donné sûrement son accord de procéder à ce léger aménagement, comme eux-mêmes ils veulent le dire. Réaménagement. Donc il ne peut pas donner à dire que c'est un remaniement ministériel. Non, c'est un réaménagement. Donc aujourd'hui, si tout ça, ça peut concourir à la stabilité du pays, c'est ça que nous voulons, parce que n'oublions pas que le président n'est pas là, il est souffrant. Mais si, tant que ce qu'on a nommé actuellement peut être à la hauteur de la tâche qui les incombe, l'essentiel c'est que le pays puisse aller en avant. Le reste, bon, c'est des débats qui ne tiennent que sur des débats. Jamais, est-ce que ça veut dire que bon, c'est un épiphénomène? On ne peut pas le dire, parce que quand on observe les départements ministériels qui ont vu des changements de défense, agriculture, mine, énergie, industrie. C'est des postes importants quand même. Ce sont des ministères assez importants
ce qui concerne le projet d'émergence du Gabon. Il faut des gens capables de le faire. Et pourquoi préférer une femme à un homme à la défense? J'ai été un peu surpris, mais quand je me rends compte que les femmes ont de plus en plus d'influence et de pouvoir au Gabon, j'ose le croire et j'ose aussi pourquoi croire. seulement au Gabon? Au Togo aussi, on a une présidente, une femme à la tête. C'est la première fois. Oui, le Gabon est habitué à ça. Voilà, Gabon proportionnel, Sénat. Ouais. Vous avez déjà eu une présidente de transition, pas de transition, de comment ils appellent le mot là, c'est intérimaire, non, qui a été, c'était une femme. Le ministre de la Défense. Quand on parle de défense, on parle de l'armée. Nous sommes sur la voie du Gabon. Bon, ça veut dire contrairement à d'autres pays quand même au Gabon, ce n'est pas un ministère qu'on rattache à la présidence malgré les choses qui se passent. Peut-être qu'il peut arriver, je ne connais pas l'histoire politique du Gabon, peut-être qu'il est arrivé que ce ministère soit rattaché. Non, je parle pour l'existence, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement. Oui. Il y a un coup d'État, enfin, Dominique préfère parler de comédie. Il y a eu une comédie de coup d'État il y a quelques semaines. Et puis après, on confie le portefeuille très important à une femme. Oui, ça veut dire qu'il y avait un ministre avant. On estimait n'avoir pas été à la hauteur, puisque... mais sous d'autres cieux, carrément, on aurait simplement rattaché à la présidence. Tu dis de rattacher à la présidence, que le président est au Maroc. Non, ce n'est pas la tentative de coup d'État qui fait qu'on rattache le ministère de la Défense. Ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Ailleurs où? Au Togo, par exemple. Au Togo, par exemple, ça a été fait. Bon, le ministère de la Santé a été rattaché à la primature. Oh, mais ça, c'est la primature. On parle de la présidence. On parle de la présidence. Non, parce qu'il n'y a pas eu une tentative de coup d'État. Non, c'est quand on rattache. À tout temps, même on avait rattaché le ministère des Travaux publics à la présidence. Ben oui, est-ce que le ministère avait fait un coup d'État? Non, voilà, donc je crois que... Non, mais la défense, tout le monde a quand même vu le contexte de ces rattachements. Le ministère... Le ministère existe, bien sûr. Il n'y a pas de ministre. Il y a un chef de cabinet, le secrétaire. Donc, et c'est le président qui gère. Le budget de l'État consacré, ça part déjà à ce ministère. Il n'y a aucun changement en réalité. C'est vrai que ce n'est pas la première fois au Togo. Du temps de Sylvanus, ce ministère était rattaché à la présidence. Voilà. Donc c'est pour dire... Bon, au Togo, on a l'habitude d'attacher, de détacher. Donc pour le moment, c'est encore attaché. On aboutira. Puis même le général a demandé tout le temps, le ministère, il était ministre de la Défense, chef d'état-major. Et tout était... Mais en tout temps, il a détaché. Donc aujourd'hui on est encore pour le moment en ce moment on était en pleine dictature et maintenant on va aboutir bientôt aussi on était en pleine dictature en ce moment. Quelle dictature? Non, on était dans le parti unique. C'était la mode à travers l'Afrique. On va écouter. Je dis c'est ça, à travers l'Afrique. Je n'étais pas plus spécifique au Togo. Je voudrais lui rappeler que Sylvanus était même en train de créer un parti unique. Avant le coup d'État. Bien sûr. Donc, pour l'époque, c'est vrai que c'était la tendance. Bien sûr, c'était la tendance. Mais on a balancé au Togo en dictature avec Eyadema. Et les autres, au fond, était quoi? On va pas faire cette histoire. Au fond, était quoi? Au fond, n'était pas non plus. N'était pas un dictateur. Nous sommes au Togo, nous sommes en train de parler du Togo. Alors, pour revenir à l'aspect promotion des femmes, je crois que c'est l'aspect qui m'intéresse parce qu'il y a plusieurs lois qui sont votées pour faire la parité, pour faire la promotion des femmes au poste de responsabilité. Mais dans les faits, en Afrique, ce n'est pas le cas. Et le Gabon est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Et quand on prend une femme qui est maire de Libreville, si elle est capable de diriger une grande ville comme Libreville, ça veut dire que c'est une femme de carrure. Et on ne l'a pas placée à n'importe quel ministère, le ministère de la Défense, pour contrôler les armées et assurer la sécurité extérieure, voire intérieure, surtout extérieure du pays. Je crois que c'est une femme qui a des capacités et on espère qu'elle va donc assurer avec beaucoup de succès cette fonction qui lui est confiée avec ce réaménagement ministériel. Mais Jean-Luc, est-ce qu'on peut déjà considérer que c'est le bon gouvernement maintenant? Oh, est-ce que c'est le bon gouvernement? Non, mais c'est, comme on le dit, c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. C'est à travers ce qu'ils auront à poser comme acte que le peuple gabonais pourra peut-être les apprécier ou leur donner peut-être leur satisfaction. Mais moi, je pense que
C'est du folklore, hein, tout ce qui est en train de se faire là. C'est du folklore. Le peuple gabonais demande autre chose. Il faut qu'on donne à ce peuple-là ce qu'il est en train de demander, assez de liberté, de démocratie. C'est ce que ce peuple demande et qui est vraiment l'alternance dans ce pays. Donc changer de gouvernement, réaménager un gouvernement, c'est pas ce que les Gabonais demandent aujourd'hui. Les Gabonais veulent manger à leur faim. Dominique, les nouveaux ministres n'auront pas prêté serment devant Ali Bongo. Justement, c'est le fait un peu bizarre, puisque je crois que la Constitution gabonaise exige que les ministres prêtent serment devant le président. Et d'ailleurs, c'est pour cela que, en tout temps, Ali Bongo était allé à Libreville. Et les ministres ont prêté serment. Bon, maintenant, ils disent que pour ceux-ci, ils n'auront pas cette cas. Parce que le communiqué l'a dit, il l'a précisé. Ils ne vont pas le faire. Est-ce que c'est une manière de violer la Constitution ou bien c'est une manière de dire, bon, vous travaillez en attendant que le chef n'arrive pour aller prêter serment, ou eux ne prêteront jamais serment. Donc, je crois aussi on n'a pas envie de les déplacer à Rabat. En réalité, ils peuvent également aller là-bas prêter serment. Contribuable gabonais. Bon, c'est pas ça qui va quand même tuer la République. Donc, est-il que c'est quand même là, à ce niveau, que ça ne cloche pas trop bien? Et que je crois qu'ils n'ont pas donné non plus d'explication. Ils n'ont pas dit ce qui sera fait. Parce que s'ils ont pu se conformer à la Constitution, faisant déplacer le président convalescent pour venir faire cette cérémonie prescrite par la Constitution, je crois que c'est important. Alors, maintenant, dans ce cas précis où eux ils n'auront pas cette occasion, quel sera leur statut je ne sais pas, hein, leur statut réel. Parce que, bon, quelqu'un peut dire, mais toi, tu n'as pas prêté serment. Moi j'ai prêté serment. Ça veut dire que je suis plus crédible que toi. Bon, je crois que peut-être qu'ils vont trouver une formule et savoir comment régler. Hein. Sinon, ce n'est pas normal. Non, je voudrais juste ajouter quelque chose. Hein. Le fait de ne pas vouloir déplacer Ali Bongo démontre tout simplement l'état de M. Ali Bongo. Bon, on ne va pas le déplacer pour 3 ministres. On peut quand même déplacer les ministres. C'est ce que dit la Constitution. Oui, mais maintenant, les déplacer aux frais du contribuable gabonais sur un sol étranger, attention, c'est grave. Je crois qu'il y a une bonne raison pour laquelle ils ne veulent pas déplacer ces ministres ou déplacer le président. Parce que vous savez, le Gabon, sous contrat avec le FMI, qui lui impose de réduire les charges de l'État. Vous verrez que ce gouvernement a été réduit. C'est pas une fois plus terrible que celui du précédent. Et il y a eu beaucoup de postes qui ont été supprimés dans l'administration à la présidente de la République. Et au niveau de ces mesures-là, il y a les missions qui ont été supprimées, les frais de mission qui ont été réduits. Et donc aujourd'hui, si Ali Bongo doit revenir juste pour que 3 ministres prêtent serment, c'est de l'argent. C'est la Constitution. J'arrive, c'est de l'argent pour qu'Ali Bongo vienne. Si les ministres doivent aller, c'est de l'argent aussi. Alors que le pays est engagé. Oui, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut violer la Constitution. La Constitution ne dit pas qu'individuellement chaque ministre va prêter serment. Non, c'est individuel. C'est individuel. Chaque ministre qui prête serment. La dernière cérémonie, chaque ministre sera prêté serment. Bien sûr. C'est le gouvernement qui prête serment. Ben oui, mais ces ministres font partie du gouvernement. C'est comme ce que le gouvernement togolais a fait devant le Parlement. Il peut y avoir des ministres absents. C'est pas pour ça que le gouvernement là tu dis des ministres absents. Oui, j'arrive. Oui. Ça veut dire que c'est le gouvernement, on n'a pas dit... Oui, mais là, c'est que le Premier ministre a parlé au nom des ministres. De ce gouvernement. Mais ici, chaque ministre doit prêter serment devant le... Ce n'est pas en tant que chaque ministre, c'est en tant que membre du gouvernement. Oui, on est d'accord. On dit le gouvernement prête serment. Bien sûr, oui. On ne dit pas les ministres prêtent serment. Oui. C'est le gouvernement. Normalement, le Premier ministre... Mais en réalité, serment au nom du gouvernement. J'arrive, je comprends. Ce que je veux dire, qui est assez simple, c'est que le gouvernement qui prête serment avant de prendre fonction. On sait que ce sont les ministres qui composent le gouvernement. Le gouvernement a déjà prêté serment en réalité. Le gouvernement, c'est l'ensemble des ministres. Il y a une petite minorité. Le problème, c'est que par exemple, le jour de la prestation de serment, Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle égrène les noms un à un et ils sont invités devant. Donc, c'est-à-dire... Non, ce que je dis, c'est des situations exceptionnelles et le pays est sous traitement. Non, Germain. C'est Ali Bongo qui est sous traitement, c'est pas le pays. Germain, les tests disent autre chose. Oui, les tests le disent, même le fait. C'est dit clairement que chaque ministre doit prêter serment devant le président.
se dit que le gouvernement prête serment avant sa prise de fonction. Je suis d'accord. Donc, c'est la Mais même non. Alors, si chaque ministre doit prêter serment, alors là, il revient à ces 3 ministres-là de prêter serment Maintenant, également. prenons la circonstance où le Gabon est obligé de réduire ses dépenses et que les plusieurs frais d'émission... En clair, le non, Gabon n'a c'est pas l'argent. On dit au Gabon... C'est pas une raison, c'est pas une raison. Non, De réduire les traits de vie de l'État. Le billet Gabon. Alors, c'est pas inutilement. Non, voyager déjà, c'est des frais, non? Libreville, Attendez, Rabat, là, c'est pas des frais inutiles. 3 heures, peut-être C'est que 2 ou 3 disons. heures. Ouais. Est-ce que prêter serment Ouais. aux 3 ministres qui prêtent serment? D'abord, il y a un qui retrouve son ministère. Ouais. Oui, Mais attendez, juridiquement, Donc, il conserve ce serment prêté. non, juridiquement, ça a son sens. Juridiquement, ça a son sens. Mais je dis, il y a une force un cadre de force majeure, le président. Les souffrants, les convalescents. Bon, souffrant. Convalescent. Il peut pas revenir. Il ne peut plus revenir. Non, il peut pas. Mais c'est grave. C'est-à-dire qu'on l'a fait venir. Et si demain matin tu apprenais que, bien, s'il apprenait que Ali Bongo est rentré au Gabon, tu là, vas dire quoi? j'applaudirais. Ah non, il ne faut jamais souhaiter le malheur Non, je à son ne souhaite prochain. pas le Mais c'est malheur. ce que tu es en train Non. de dire, qu'il ne peut plus revenir. Ça veut dire que pourtant il va mourir là-bas. Non. Mais c'est grave. Nous savons tous qu'il a été forcé de venir. On va tous On l'a boosté avec des médicaments. On va tous prier pour qu'il C'est toi son médecin. C'est toi qui l'avais des injections. Si vous permettez, on a les informations. Recours sa santé, mais Jean-Luc, je voudrais que vous réagissiez sur cette situation aussi. On a un vice-président dont le fils également est ministre dans le même gouvernement. Non, c'est vrai que ça fait rire, mais au prime abord, je pense que c'est pas quand même un sujet qui puisse poser problème. C'est un citoyen gabonais, il a le droit d'être ministre. Il a la compétence. S'il a la compétence, c'est bien. Mais vous savez, c'est une particularité comme si à la l'Afrique. compétence se retrouve dans une seule famille. Voilà, c'est justement là où je veux en venir. C'est une particularité à l'Afrique, Tu surtout voudrais qu'on aille prendre dans la les pays compétence chez Jean-Ping? dictatoriaux. Il viendra casser la barre. Non. Mais il viendra casser la barre. Le fils de Jean-Ping a la compétence. On peut le prendre. Quand son papa sera président, il va aussi le nommer. Pourquoi? Ce que Jean-Luc dit, c'est pas vrai. Hein? C'est pas une particularité à la Oh, si, on retrouve ça. Mitterrand. Ouais, Non, je dis, non, attendez. Qui a été ministre Bien sûr. Ça, c'était une exception en France. La France, en Europe, c'était une exception. Aux États-Unis, Donald Trump est arrivé avec son gendre. Mais c'est ça. Même son fils est conseiller. En Afrique, on en trouve un peu partout. On en trouve un peu partout. Il y a l'exemple de la Guinée équatoriale, où l'autre est vice-président de son père. Ses enfants même. Ils n'ont pas été ministres, ils ont été, je crois, maires. Abdoulaye Wade, le ministre du CED. Ah oui, justement, voilà, c'est un autre exemple, ça. C'est un autre exemple. On va marquer Il y la a pause. tellement d'exemples. On va marquer la pause et on revient après.